Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Ensemble, c'est mieux, notre tablée du vendredi. Alors aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège d'accueillir un champion d'orthographe, Guillaume Terrien. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Alors n'ayez pas peur, hein, l'orthographe, c'est vrai que c'est un petit peu effrayant quand même. Ouais, ça peut rappeler des mauvais souvenirs, mais on va s'amuser ensemble. Voilà, mais l'orthographe, c'est aussi la fête, surtout avec Guillaume. Surtout. Alors Guillaume, maintenant c'est le sommaire. À vos mots, prêts, c'est parti. Le printemps arrive, préparons-nous avec Isabelle, notre naturopathe. Nous allons découvrir les bienfaits du lait d'or. À base de curcuma, une boisson réconfortante, revigorante et totalement gourmande. Entre art, artisanat et déco, tout en patience, Laurence, d'un fil, fait naître des volutes de métal, des mots, des attrapeurs de rêves, des bijoux de mur. Enfin, le chef du jour, Sébastien Vauxion, fait valser tous nos repères avec un restaurant gastronomique de dessert, le Sarkara à Courchevel. Et le chef pâtissier vient de récolter une étoile au Michelin. C'est une première. Eh ben, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va s'amuser, découvrir, jouer, faire des surprises. Je présente notre joli tablé aux côtés de Guillaume, notre champion, comme un soleil, comme d'habitude, notre naturopathe Isabelle Schilling, venue nous parler aujourd'hui de printemps, parce qu'il faut se préparer, Isabelle, c'est ça? Exactement, oui, c'est important. En face, Laurence. Laurence est une artiste, un artisan. Vous jonglez, Laurence, avec les mots et un fil de fer. Vous fabriquez des bijoux de mur. Et enfin, déjà au travail, notre chef du jour, Sébastien Vauxion, qui descend de sa montagne et de Courchevel. Sébastien. Et particularité, vous êtes le chef pâtissier d'un restaurant de dessert. Uniquement de dessert. Uniquement de dessert. On va voir le principe dans quelques instants. C'est particulier. Et puis vous venez d'obtenir une étoile. Tout à fait. Voilà, grand sourire donc. Guillaume Terrien, champion de toute catégorie d'orthographe. Vous écrasez tout le monde dans ce domaine. Vous êtes également entrepreneur, chef d'entreprise. Vous avez créé Orthodidacte. Mais si je dois résumer votre parcours, donc champion de France de dictée, par 3 fois 0 faute à la célèbre dictée Pivot, le plus jeune vainqueur de cette dictée. Et par endroit, vous êtes interdit de compétition. Oui, effectivement, notamment au championnat suisse que j'ai gagné à 4 reprises, 4 fois d'affilée. Et le règlement a été modifié l'année suivante parce que certains candidats se sont plaints de voir trop souvent la tête de Guillaume Terrien sur le podium. Et donc, on a créé une catégorie spéciale pour les anciens vainqueurs. Alors, donc, j'ai le droit de participer, mais je suis dans une catégorie particulière. Incroyable. Les mots vous ont toujours parlé? Oui, depuis tout petit. C'est une histoire d'amour depuis tout petit. Ouais, j'ai ouvert des dictionnaires, j'ai eu cette curiosité de chercher des mots. Je ne pouvais pas m'endormir dès que... Il y a un mot que je ne connaissais pas, un mot nouveau que je rencontrais. Alors, je vais vous montrer une image, Guillaume. Regardez, justement, pour parler de cet amour des mots. Expliquez-moi. Alors, il s'agit de dinosaures. Mais pourquoi je vous montre des dinosaures? Parce qu'en préparant l'émission, je vous ai dit que même tout petit, j'étais déjà capable d'écrire correctement des noms de dinosaures, des noms donc un peu exotiques, forcément qu'on n'emploie pas tous les jours. C'est vrai que les gamins adorent les dinosaures, ils adorent jongler avec ces mots, mais aller jusqu'à les écrire parfaitement. Papa et maman étaient forts en orthographe? Pas spécialement, mais je pense qu'ils ont certainement inculqué une certaine rigueur et surtout une curiosité, me donner envie de faire marcher mon cerveau, d'apprendre toujours, de découvrir des mots. J'ai eu un dictionnaire entre les mains tout petit. C'était un dictionnaire illustré et j'ai commencé par les images, bien sûr. Je recopiais les mots qui correspondaient aux noms d'animaux, par exemple, et puis après les noms de plantes, et puis après, voilà, j'en remplissais des cahiers. Alors, j'ai lu un chiffre, je ne sais pas s'il est exact, qu'un Français moyen, vous, moi, nous connaissons 5000 mots, mais vous, combien en connaissez-vous? Alors, il y a peut-être une différence entre connaître et employer, hein, mais sachant que un dictionnaire en un seul volume moyen comporte 55 à 60 000 mots, et que je suis censé les avoir appris, voilà, ce sera entre 55 et 60 000 mots. Voilà. Mais que je ne peux pas employer, bien sûr, dans une conversation. Non, mais juste les écrire. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est quand même incroyable. Vous parlez combien de langues? Tout le monde autour de ce plateau est en train de défaillir. Ce n'est pas qu'une émission sur la langue française, non. Bon, j'ai étudié une dizaine de langues, on va dire. Je les parle à des degrés divers, voilà, parce qu'il y a des langues mortes aussi que j'ai étudiées, y compris le
le patois de ma région d'origine, qui est l'Anjou. Le persan, vous m'avez dit que vous connaissiez le persan. Je suis sur le persan en ce moment, effectivement, et je découvre cette culture en même temps. Cette langue, elle est exceptionnelle, elle est... Et alors, vous m'avez dit aussi, oui, mais les langues, c'est pas drôle parce que c'est pas aussi dur que le français. Ah, alors je suis toujours à la recherche, effectivement, d'une langue dont l'orthographe est plus difficile que celle du français. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes chef d'entreprise et vous avez allié votre amour et connaissance des maths et puis des mots. Vous avez créé, il y a quelques années, une entreprise qui s'appelle Orthodidact et qui nous aide à apprivoiser cette fichue orthographe. On va voir ça tout de suite. Frédéric Sanchez est conducteur de travaux dans le BTP. Sur son chantier, cet ingénieur parle toute la journée avec une équipe d'ouvriers, mais aussi avec des fournisseurs et des clients au téléphone. Un vaste réseau de personnes avec lequel il communique aussi par mail. Une centaine de messages par jour au bureau ou dans son Algeco. Et une crainte, celle de mal écrire et de voir sa crédibilité entamée par des fautes de français. Comme on a de plus en plus de liens écrits direct tout de suite avec nos clients, ce qui était moins le cas avant. Avant, c'était un courrier tous les 36 du mois. Il faut quand même qu'on fasse attention et bon, c'est pas toujours évident. Nos formations ne nous ont pas forcément donné, au bout du compte, le savoir écrire correct. Alors Frédéric a entrepris une remise à niveau en français avec ses collègues. Un travail régulier réalisé à distance sur son temps disponible grâce à la plateforme internet d'Orthodidact. La jeune entreprise basée à Mélan, près de Grenoble, propose une méthode ludique et simple pour améliorer son français à l'écrit. Elle a été inventée par Guillaume Thérien, champion de France d'orthographe, et son complice Michael Hiroux, ancien spécialiste en ressources humaines. Tout part d'un diagnostic par QCM. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, voilà, le système a déterminé que vous avez de grosses lacunes sur l'ensemble de ces thèmes de la langue française. Vous avez des lacunes sur ces thèmes à consolider et en plus, on va vous ajouter des thèmes complémentaires. Donc l'objectif, c'est qu'à partir de toutes ces zones de fragilité, on va générer ce qu'on appelle dans le système un parcours personnalisé d'apprentissage. Des exercices faciles, des moyens mnémotechniques à retenir, des mots expliqués en vidéo. La plateforme propose tout un contenu multimédia, bien loin du vieux Becherel. Bon, Guillaume disait pendant le visionnage de ce sujet, oh, ça a vieilli, ça fait combien de temps? Ça doit faire 5 ans. Voilà, et en 5 ans, tout ce qui est site internet, méthode d'apprentissage, ça évolue tellement vite qu'on a refait toutes les interfaces graphiques, on a ajouté plein de choses. Je vois que voilà, c'était une première version qui avait le mérite d'exister. Alors, quelle est votre méthode pour faire apprendre aux gens l'orthographe et les faire progresser surtout? Eh bien, on tourne autour du ludique. Il faut faire jouer les gens, il faut leur donner l'impression de s'amuser, voilà, plutôt que de renvoyer des images scolaires. Donc on fait faire des formes d'apprentissage très variées. Il y a des Par QCM, exemple, des QCM, on peut faire des dictées de mots, on peut faire des recherches d'erreurs, on peut faire des appariements. Et surtout, on va faire travailler un vocabulaire qui correspond au vocabulaire qu'utilisent les gens. Notamment dans les entreprises, la plateforme comporte du vocabulaire autour du métier d'entreprise, la banque, l'assurance, les ressources humaines, n'importe. Et Guillaume, pourquoi est-ce qu'on a peur de l'orthographe? Parce qu'on a peur, hein, Isabelle, je sais pas, Sébastien. On la sanctionnait à l'école, parfois un petit peu sévèrement. Il y avait un barème, 1 point, 2 points, 4 points, etc. Et on arrivait vite au zéro, et même on allait au-delà du zéro avec des notes négatives, ce qui n'a pas grand sens pour faire progresser les élèves. Donc il ne faut pas que ce soit punitif, il faut plutôt essayer de voir ça comme quelque chose de positif. On est tous négatifs. C'est souvent le réflexe qu'on a. Mais, et montrer que la langue, ça sert à s'exprimer, ça sert à bien s'exprimer, ça sert à se faire comprendre. Oui. Dans le milieu professionnel, on en a tous besoin, en interne, en externe, on communique tous avec l'extérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on disait que l'orthographe, c'était la science des ânes. Oui, vous n'avez pas entendu cette expression? Non. Oui, mais dans le milieu, on dit que dans le milieu, pas que dans le milieu, on dit que c'est la science des ânes qu'il est bon de connaître si on ne veut pas passer pour l'un des leurs. Moi, je suis bien d'accord. Voilà. Alors, autour de cette table ronde, est-ce que vous avez peur de l'orthographe, vous qui sculptez ces magnifiques mots? Plus ou moins, ça dépend des choses, mais globalement, je me débrouille assez. C'est bien. Est-ce que tout le monde peut maîtriser l'orthographe, Guillaume? Alors, je dirais qu'on ne peut pas faire des champions de tout le monde, mais on peut faire progresser les gens. J'en suis témoin quotidiennement, parce que je prends des gens sous ma coupe et je les amène à un niveau. Je prends des gens qui partent de très très loin,
qui ont vraiment l'orthographe en horreur, et je leur dis, bon, on est entre nous, on se tutoie, on fait table rase, on recommence à zéro. Et là, j'arrive à les faire progresser, et il y a même des gens qui me disent, souvent, pourquoi on ne m'apprenait pas comme ça? Oui, bien sûr. Voilà. Et Je ils peux vous ressortent envoyer avec mon fils? Volontiers. On va tous s'inscrire. On va faire Mais on va jouer cours avec collectif. Guillaume. On va jouer. Alors en attendant, est-ce que vous avez un mot préféré? Est-ce que vous les aimez, ces mots? Ah oui, oui. Mon mot préféré, je pense, c'est pas le plus simple, attention. C'est le kénictis. Le quoi? À vos souhaits. Kénictis. C'est quoi? Kénictis. C'est un poisson. C'est un poisson. C'est un poisson. Voilà, c'est un poisson. Son orthographe est tellement curieuse que le jour où je suis tombé sur ce mot-là en feuilletant le dictionnaire, parce que c'est difficile de le rencontrer dans la vraie vie, j'ai failli m'évanouir. De bonheur, de joie. J'ai fait, oh, celui-là, ça c'est mon mot. Ça y est, c'est mon mot. Le kénictis. Alors on me dit dans l'oreillette, parce que ça je ne l'ai pas inventé, on l'a trouvé dans San Antonio, kénitis. Ah, je ne savais pas. Eh ben, on vous apprend quelque chose. Ça, c'est formidable. Alors, vive le kénitis. Je me tourne. Kénictis. Je me Pardon? permets de... Kénictis. Oh là, je vais jamais y arriver. Et comment est-ce que ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Parce que oui, là, c'est... On reconnaît dedans la racine ictus. Pour ceux qui ont Oui. fait un peu de grec, ictus, c'est Oui. le poisson. Oui. Il y a l'ichtyologie. Ouais. Donc kénictis, tout d'abord, c'est CH, Mhm. A-E collé au A. Oui. A-E pris dans l'A. Il n'y a pas beaucoup de mots dans la langue française qui comportent cette orthographe-là. N, et puis là, la racine ictus, donc I-C-H, T-H-Y-S. Donc il y a 3 H dans le mot. C-H, A-E pris dans l'A, N-I-C-H, T-H-Y-S. Voilà. Voilà. Merci. Merci Guillaume. Sébastien est en train de s'étouffer. Non, mais je ne vais pas vous poser des questions comme ça, hein. Sébastien, n'ayez crainte. Sébastien, est-ce que vous cuisinez le kénictis? Non, mais on est tous un petit peu fébriles. Je ne fais pas de poisson. Mais vous avez vu que Guillaume est bienveillant et que justement il nous accompagne, il va nous faire des progrès. Alors, Sébastien Vauxion, vous descendez de Courchevel, entre les bourrasques, la neige, et Sébastien Vauxion est un chef pâtissier heureux puisque c'est une première. Vous venez de récolter une étoile pour votre restaurant, le Sarkara. Sarkara. Qu'est-ce que ça veut dire, Sarkara? Sarkara, ça signifie fragment de sucre, éclat de sucre. C'est issu du sanskrit, donc la langue qui servait à la religion bouddhisme à la base. Et nos hôtels, le K2 notamment, est inspiré de cet univers. Et oui, le K2, le fameux sommet. Tout à fait. Et puis avec le lien vers le Tibet, avec tout un thème sur la structure, sur la décoration, l'architecture. Et donc on a fait le lien avec le sucre par ce nom. Alors on est en train de voir des images magnifiques de vous au fourneau et puis de cet établissement. Alors comment c'est venu cette idée, vous êtes chef pâtissier, de faire un restaurant uniquement de desserts? C'est incroyable. Alors plusieurs choses. La première, c'était de se dire... La pâtisserie a un engouement en ce moment. Beaucoup de gens vont faire des tea time. Mais au tea time, on propose des cadeaux de voyage, des cookies, des pâtisseries boutiques, des petits gâteaux. Mais personne ne proposait encore un dessert gastronomique. Le dessert gastronomique était réservé à la fin du repas gastronomique dans les restaurants. Donc il fallait passer par toute la phase salée avant de pouvoir avoir la chance de déguster un dessert, si on avait encore un peu faim. Et en tant que chef pâtissier, souvent on est confronté à des clients qui se sont régalés, et malheureusement ils n'ont plus faim, ils ne veulent pas manger de dessert. Oui, les Donc papilles un peu n'en frustrés. peuvent plus. Et là, on se dit, mais pourquoi on ne pourrait pas faire un lieu où n'importe qui pourrait commander des desserts gastronomiques tout de suite, sans passer par cette phase. Donc c'est un salée. menu avec l'entrée, le plat, le dessert, uniquement avec des mets sucrés, mais vous utilisez beaucoup les légumes. Alors les légumes, oui, effectivement. C'est une histoire d'amour, une histoire de famille. Je suis fils de maraîcher. Oui. Donc travailler souvent les légumes à la maison. Et puis aussi, il y a eu ce lien avec la région, Courchevel. Nous sommes ouverts toute la saison d'hiver. Et finalement, on a tout le temps les mêmes fruits. Oui. Parce que la plus belle saison pour les fruits, c'est vraiment l'été. Et on se retrouve avec la fin de l'automne, on a encore quelques fruits, et puis tous les fruits hivernaux, les fruits secs, les fruits moelleux, exceptionnels. Mais je me suis dit, mince, on peut faire quelque chose, on peut faire un lien. Et puis aussi un parcours avec Pierre Gagnère, un artiste dans la cuisine, qui m'a ouvert les yeux, et déjà mis cette petite graine d'idée à dire, mais on peut travailler les légumes en dessert. Et on voit les photos de vos plats, ce sont de vraies œuvres d'art. Alors champignons, noix de coco, betterave, pamplemousse, clémentine, céleri rave, et c'est incroyable. Et aujourd'hui, vous allez nous faire quoi? Aujourd'hui, je vais vous préparer des ravioles garnis d'une crème de cerfeuil tubéreux. On est sur vraiment la fin de la saison, donc
on en profite encore. Une compotée d'érelles que je ramasse à la fin de l'automne à Courchevel, avec un peu de cardamome noir. Des poires pochées au chignin. Et ça sent déjà, on sent déjà le chignin et le pochage. Alors, je me tourne vers Isabelle, qui était très intéressée, parce que les légumes, ça lui parle. Isabelle est notre naturopathe. Vous êtes installée au-dessus de Grenoble à Uriage. Vous venez régulièrement nous parler santé. Alors, c'est le printemps qui arrive et il faut se préparer. D'ailleurs, pourquoi il faut se préparer, Isabelle? Alors, il faut se préparer. Pourquoi? Parce que en hiver, on a mangé assez gras, assez lourd, pas mal de fromage, tartiflette, etc. Donc, c'est bien d'aider un peu notre foie à se libérer, à vidanger ses toxines. Et donc, pour cela, on va faire quoi? On va manger des légumes amers, comme par exemple l'endive, l'artichaut, le radis noir, c'est bien aussi. Ça, c'est plutôt pour la vésicule biliaire que le foie. Et on va également manger des légumes un peu soufrés. Le céleri, par exemple. Oui, céleri, ail, oignon aussi. Le chou, non? Chou, oui, un petit peu. Ou bien sinon, pissenlit, là, on commence à en trouver. L'ail des ours, un petit peu pour les plantes sauvages. Donc, c'est vrai de mettre tout ça un petit peu dans notre assiette. Même les radis qu'on commence à trouver, les radis roses, là, c'est vrai que c'est bien de pouvoir en remettre un petit peu dans nos assiettes. Et on va également s'occuper des reins. Pourquoi? Parce que c'est bien de s'occuper du foie, mais si on n'ouvre pas l'émonctoire rein, donc l'organe qui va aider aussi à nettoyer, vous allez avoir ces déchets qui vont tourner à l'intérieur de vous et on va s'auto-polluer en quelque sorte. Ah, c'est sympa, on va avoir des boutons, la langue chargée, la langue chargée, fatigué, maux de tête. C'est ce qu'on a un peu tendance à faire avec cette folie de la détox. Oui, la détox, attention, c'est pas pour tout le monde vraiment. La détox, souvent un foie qui est fatigué, moi je vais pas le drainer, je vais d'abord le soutenir et après seulement je vais pouvoir le nettoyer. Il faut imaginer notre foie comme un petit coureur de marathon. S'il a déjà fait l'ultra-trail, une grande compétition, on ne va pas lui demander de courir encore quelques kilomètres une fois qu'il est arrivé. On va lui dire tu te reposes et demain, il sera capable de nouveau de bien pouvoir courir et bien pouvoir se vidanger, nettoyer. Ça vous parle, Guillaume? Vous êtes très, très attentif. Oui, je suis sportif aussi, donc j'aime bien donc ça vous parle. Non, mais nous aimons beaucoup les conseils d'Isabelle parce que c'est raisonnable et surtout, il ne s'agit jamais de punition. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, les reins, et aujourd'hui, vous allez nous parler d'épices et notamment de lait d'or. Donc c'est une boisson qui est plutôt originaire d'Inde. Donc elle est faite à base de curcuma. Donc le curcuma, on le reconnaît, c'est donc comme un espèce de doigt, c'est une longue tige, différent au gingembre qui fait plutôt un peu l'effet d'une main. Oui, qui est beaucoup plus gros. Donc on peut trouver ça facilement maintenant en magasin bio, chez des épiciers un petit peu. Et donc cette boisson, elle va être faite à base de lait de coco. J'ai mis aussi moi un petit peu dans ma préparation du lait de soja, du miel, mais on pourrait mettre du sucre, de la cannelle, du curcuma qui a une action anti-inflammatoire, de la cardamome, même moi j'ai de la cardamome claire, pas la foncée, et un petit peu de piment, parce que pour être assimilé, le curcuma a besoin d'un peu de piment. C'est une association intéressante, Sébastien, que tout ça. Hein. Bien sûr, ça m'inspire. Mais oui, mais vous allez goûter. Beaucoup donc d'épices. Et donc, normalement, cette boisson, elle était là, on l'a montrée pour des propriétés anti-inflammatoires et hépatiques également. Alors, c'est bien, mais moi, quand je vais conseiller du curcuma, il me faut 250 mg de curcumine pour que ça soit efficace. Et vous comprenez bien que là, dans ce curcuma, c'est comme ici, et dedans, il y a des fibres, il y a de l'eau. Donc, on n'arrivera jamais à trouver cette quantité de curcumine, même dans cette tubercule. Donc, c'est bien, c'est côté plaisir, mais ça ne suffira pas pour quelqu'un qui a des problèmes inflammatoires. On va faire le service, on va goûter avant de continuer et de travailler et de jouer avec Guillaume. Laurence? Donc, vous sentirez bien ce côté épicé à cause du piment derrière qui vraiment relève la touche. En tout cas, c'est très, 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 très joli. Sébastien, vous allez goûter aussi. L'odeur est... Merci. Ça ressemble un petit peu au chai indien. Oui. Donc ça permet de changer un petit peu du thé, du café. Nous, on est des grands consommateurs de café. Et ça permet d'avoir aussi une petite boisson réchauffante, gourmande, vraiment agréable, moi je trouve. Ça fait un peu voyager aussi. Moi, j'adore le voyage. Alors, si je puis me permettre, c'est une boisson très doudou et puis avec un twist derrière qui arrive. Qui ramène. Sébastien, qu'est-ce que vous en pensez? Je l'imaginais froide en fait. Ah non, c'est vraiment... Vous avez été cueilli. Exactement. Et c'est vraiment très agréable. Effectivement, c'est très chaud. C'est délicieux. Alors, Guillaume, au boulot. Puisqu'on a un champion d'orthographe avec nous, on va jouer et vous allez nous proposer un petit quiz avec un mot à épeler. Alors n'ayez pas peur autour de cette table, c'est en toute bienveillance. On en tremble déjà. Oui, non, mais voilà. C'est collectif. C'est totalement collectif. Alors j'ai
répertorier quelques mots que tout le monde connaît, D'accord, mais dont l'orthographe est plutôt inconnue. voilà. Certains sont en rapport avec nos invités. Alors je commence par exemple par le mot profiterole. Oh là 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 là, profiterole. Sébastien Alors, se cache là. Profiterole, comment écrivez-vous profiterole? Parce que en tout le monde général, on connaît. mange, on cherche pas à je vous- l'écrire, mais bon. P. Sur les menus, je ne sais pas si Sébastien vous faites attention à vos menus, mais sur le menu, je le trouve souvent, plus souvent mal écrit que bien écrit. C'est vrai? Ah oui. Alors moi, je dirais qu'il y a pas de double lettre, mais je me trompe? Non, c'est bon. Oui, C'est ça? Ouais. Un T, un P, un L, Oui. hein, c'est ça? Un F, un T. P-R-O, pro. P-R-O-F. Et qu'est-ce qu'on fait comme T-E-R-O-L. erreur d'habitude? On met 2 L? Alors il y a soit 2 F, soit 2 T, soit 2 L. 2 L souvent peut-être plus. 2 L. Ouais. couramment. Un autre mot, celui-là, on l'a dompté. Allez, hop. Ça y est, c'est bon. Alors qu'est-ce que j'ai? Le B.A.B.A. Alors ça, Guillaume, je Aujourd'hui, n'en on sais parle- fichtre rien. Du B.A.B.A. de la naturopathie. B.A.B.A. Le ouais. B.A.B.A., Est-ce tout le que monde déjà, connaît. est-ce que c'est... Oui, c'est attaché ou pas? Non, C'est en tout à fait. majuscule. B-A, B-A-B-A. espace, enfin tiret, B-A. Non? Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est difficile. Laurence. Oui, Guillaume, on donne notre langue au chat, hein, Alors, franchement. il faut mettre des points B point, mais Oui. tout en minuscule. B point A point, Ah oui. trait d'union BA. Pour que ça fasse B, A, BA. B point A point, trait d'union BA. Donc, Bon, eh ben, écoutez, théoriquement, il faut contact, penser hein. à tous ces petits Je sens symboles qu'on- aussi. On va tous aller voilà. s'inscrire chez vous. Alors, à vous maintenant de travailler un petit peu. Petite surprise, je vais vous demander de choisir, c'est un tirage de cartes, des mots piquants ou des mots doux. Vous voulez des mots piquants ou des mots doux? Vous allez comprendre. Alors, je vais commencer par les mots doux. Tout le monde commence par les mots doux, mais vous aurez droit, normalement, aux mots piquants. Alors, je vais vous demander de choisir. Vous m'arrêtez. Hop, voilà, stop. Eh ben, j'ai la surprise. Ah bah, vous êtes muet. Et donc, que m'inspire ce mot-là? Absolument. Eh bien, ce mot-là m'en inspire un autre. Je botte un peu en touche, mais ça Vous avez le m'inspire. droit. Ça m'inspire le mot tendreté. Ça existe? Eh oui, parce que toujours dans le domaine de Sébastien, on parle de la tendreté de la viande, figurez-vous, et non pas de la tendresse de la viande, comme on entend régulièrement. Ouais, C'est pas très joli, tendreté. Ça fait un petit peu technique, un petit peu Ouais. rude peut-être. Oui, c'est Alors vrai que la que ça fait tendresse, ça fait plus, la tendresse, la caresse. On est sur la tendresse, la caresse, mais on parle de la tendreté de la viande. Isabelle. Ah, moi, les câlins... Ouais, on c'est prend. ça, quoi. Ah ouais, on prend. Sébastien. Ma chérie. Oh, bravo. Voilà, la chérie comprendra. plus oui, les enfants, tendresse, ça fait penser au bébé, la petite enfance. Mhm. Mhm. Moi, je dirais que c'est un besoin. C'est un besoin, n'est-ce pas? Alors, eh ben, on reste avec Laurence, qui, pendant qu'on discutait, a continué à travailler. Tout à fait. Alors, Laurence Lavoie, les mots, la voix. Laurence est artisan, artiste aussi. Vous créez des bijoux de mur Voilà. et vous êtes installé entre Grenoble et Lyon. Oui, c'est ça, tout à fait. Aux Avenirs, pour être précise, dans le Nord-Isère. Voilà. Et expliquez-moi comment vous travaillez donc avec un fil de fer Voilà. et vous fabriquez. Regardez, on va tout de suite voir. On en voit en ce moment. Vous nous avez fait Ensemble, c'est mieux. Et vous fabriquez ces très jolis volutes de métal Oui. qu'on peut accrocher sur les murs. Voilà, Ce sont tout des à bijoux fait. de mur. C'est pour décorer, c'est de la décoration murale, voilà, en fil de fer, qu'on peut mettre dans toutes les pièces de la maison, pour décorer un endroit, mettre un mur un petit peu en valeur. Alors, on vous voit au travail. Comment est-ce que vous est venue l'idée de travailler, d'apprivoiser à la fois le fil de fer et les mots? Je travaillais avec ma maman, qui avait une boutique dans un village artisanal à Venosque, dans le sud de l'Isère, sous les Deux Alpes. Mhm. Et donc, je faisais de la bijouterie, et puis j'ai commencé à travailler un petit peu le fil de fer, et puis petit à petit, j'ai essayé de faire des mots. Et Votre maman était aussi dans la bijouterie? elle était maître artisan, elle était peintre D'accord. sur soie, et elle faisait de la création textile. C'est comme Sébastien et les maraîchers. Enfin, il y a une filiation. Oui, de famille, voilà. voilà. ouais, ouais. Alors, je remonte. Hein. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Hop, alors, hop. Et on va vous voir travailler. Vous êtes en train de travailler sur quoi?
Alors, je suis en train de travailler sur votre mot préféré. Est-ce que vous arrivez à le dire? Kelnictis, c'est ça? Très bien. Et on peut peut-être la caméra de Yann va s'approcher et va vous voir travailler. Surtout, j'aimerais bien qu'on voit votre geste parce qu'il est à la fois fort et délicat. Quel fil employez-vous, Donc Laurence? c'est du fil de fer recuit. Oui. Qu'est-ce que c'est que le fil de fer recuit? Donc c'est un fil qui a été cuit deuxième fois dans un four, ce qui lui permet d'être assez malléable et qui lui donne sa teinte noire. C'est un fil qu'on utilise en maçonnerie, en fait. Voilà, c'est un matériau que j'ai détourné. Alors, quand on vous a donné le mot préféré de Guillaume, est-ce que vous l'avez trouvé joli? Est-ce qu'il vous a plu? Oui. J'ai bien aimé tout le CH et puis le E dans le A aussi. Eh oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des mots qui sont plus jolis que d'autres à écrire? Mais j'adore écrire, c'est le mot bonheur. Oui. Ouais, j'aime beaucoup écrire. Oui, bonheur, on le voit. Oui. Pourquoi? Ça veut tout dire, bonheur, je pense. C'est quelque chose qui est important, primordial même, je dirais. On a pensé, Guillaume, que ce travail sur les mots, ça vous plairait? Ça vous parle? Ah oui, nécessairement. Oui. Ça me rappelle aussi tout le débat qui court en ce moment sur l'écriture manuscrite, l'écriture manuelle dans l'enseignement de la langue. Puisque la forme des lettres, le fait de le tracer à la main ou avec un objet, un fil de fer, ça imprime le cerveau également. Le débat, c'est est-ce qu'il faut évincer l'écriture manuscrite au profit d'une écriture complètement sur clavier? Donc, le débat dans les petites classes. Et je pense que ça aide à l'apprentissage de l'orthographe, de la langue, de conserver une phase d'écriture manuelle. Oui, le graphisme, Voilà. le geste, il y a une mémoire du geste. imprime le cerveau. Ouais, il y a une mémoire du geste, il y a un double L qu'on lance comme ça, il y a l'accent qu'on va faire comme ça. Alors sinon, on appuie sur une touche de clavier, que ce soit un L, une grande lettre, une petite qui descend avec un gros ventre ou pas. Ouais. Alors là, vous adoptez une position, j'allais dire, conservatrice, j'aime pas trop ce mot, mais vous aimez bien bousculer les mots. Hein. Vous êtes aussi pour que la langue vive. Oui, alors il n'empêche que j'ai créé une méthode d'apprentissage sur Internet. Voyez, oui. Donc c'est pas du tout incompatible. Aujourd'hui, je consulte plus le dictionnaire de manière électronique que le dictionnaire papier, par exemple. Voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on est petit, je pense que c'est un bon passage que justement de s'astreindre à écrire de manière manuscrite pour bien maîtriser la forme des lettres. Laurence, vous aimez bien écrire? Vous avez des souvenirs d'écriture ou de dessin, petite? Moi, j'aime beaucoup écrire, oui. Ouais. Ouais. Puis c'est vrai que je trouve on le fait beaucoup moins qu'avant. On est toujours en train de taper sur des claviers. Oui. C'est que l'écriture manuscrite se perd un peu. Bon, on vous laisse dompter ce mot magnifique mais relativement terrible proposé par Guillaume, et on vous remercie parce que c'est vrai qu'il est splendide. Mais Valérie, je pense que c'est encore important de voir écrit parce que pour certaines personnes, c'est plus important de vraiment travailler visuellement. Oui. Pour retenir, en fait, vraiment de l'avoir écrit, ça permet de mémoriser. Oui, alors que si c'est sur clavier, c'est vrai qu'on retient beaucoup moins, en fait. D'accord. Alors, apparemment, vous avez oublié un H. Oui. Alors, donc, il faut tout refaire. Non. Ah, mais ça veut dire que le repentir existe comme en peinture. On peut défaire et refaire. Oui, dans une certaine limite, oui. Là, j'ai juste oublié une lettre, donc je repars un peu en arrière. Ben, on vous laisse tranquille, mais donc on voit qu'on peut... Mais c'est pas facile. Bon, pendant ce temps-là... Mais non, mais pendant ce temps-là, je me tourne à nouveau vers Sébastien qui est en pleine action. Alors, est-ce que je peux vous demander tranquillement ce que vous êtes en train de faire sans vous perturber? Donc là, j'ai garni les ravioles Oui. de crème de cerfeuil. Oui. Et je suis en train d'enlever l'excédent de pâte. Alors, vous me disiez que c'est presque la fin du cerfeuil tubéreux. Déjà, le cerfeuil tubéreux, c'est quoi? Tout le monde ne connaît pas le cerfeuil tubéreux, n'est-ce pas, Isabelle? Moi, je connais, mais c'est très rare dans... Moi, j'ai du mal à en trouver. Hein. Ça ressemble au curcuma. Bah, c'est un tubercule. Ouais. Ah bah voilà. C'est un tubercule. Alors ça, c'est une plante que l'on plante généralement au mois d'août et qu'on récolte à peu près au mois d'août. D'accord. C'est des plantes qui mettent à peu près 1 an à venir et on les garde en terre, au frigo, en chambre froide, en terre. Et donc, ce qui nous permet de pouvoir les garder très longtemps. D'accord. Et ça vient d'où? Vous arrivez à faire pousser des choses en montagne? Vous avez un potager ou c'est trop haut? Malheureusement, avec la saison, on ne peut pas avoir de potager.
J'aimerais avoir un verger, par contre. Oui. Avoir un verger un petit peu plus bas, ce qui nous permettrait d'avoir des cultures à l'automne, enfin, au printemps, sur l'été, et de pouvoir faire rentrer des choses qu'on conserverait simplement en chambre froide pour l'utiliser l'hiver. Est-ce que vous avez un truc ou une astuce à nous montrer? Alors, tout à l'heure, je sentais ce que vous pochiez dans ce magnifique sirop, ça a embaumé. Tout à fait, ce sont des poires. Oui. Des poires que j'ai simplement épluchées à maturité. Oui. Donc le sirop, c'est un vin, un chignien. Il est un petit peu acide, donc ce que je fais, c'est que je le fais bouillir et je le flambe. Le flamber casse un peu cette acidité. Et après, je viens l'agrémenter comme je le souhaite. Donc un petit peu de sucre, des rondelles d'agrumes, orange, citron, un peu de laurier, du poivre noir, et là, dans ce cadre-là, de la cardamome noire, qui a un côté un peu sauvage, un peu animal. Oui, c'est ce qui va éviter que ça soit trop sucré, un peu écœurant et qui va casser le... Exactement, et puis la nature du vin joue beaucoup. Oui. Si on prend des vins cuits, on sera tout de suite dans le sucre. D'accord. Donc là, on va chercher plus à Le chilien est... Le chilien est beaucoup plus vif. Oui. Et ça va apporter de la fraîcheur et de la légèreté dans le plat. Donc, mesdames, messieurs, quand vous faites pocher vos poires, vos pêches, n'hésitez pas à mettre un peu de poivre ou du Tout à chilien. fait, épicer, n'hésitez pas à épicer selon les goûts. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir ces magasins bio où on trouve de tout. On trouve vraiment de tout. Un repas de dessert, comment est-ce que ça passe? On a tendance à penser que ça peut être un peu écœurant. Pardon. C'est une idée toute faite, malheureusement. Mais oui, mais vous aimez bousculer les idées. Exactement. Et alors, c'est assez naturel chez moi parce que les desserts ne sont pas très sucrés. Ce sont des fruits qui vont venir sucrés, ou même le cerfeuil. La crème de cerfeuil n'est pas sucrée. C'est la réduction de la pulpe qui fait que ça va sucrer naturellement. Donc pas de sucre ajouté. On est dans des pâtes à ravioles, les mêmes qu'on utiliserait en salé, avec des bouillons où on est toujours sur un fil. Et donc en fait, les desserts peuvent se succéder sans jamais être saturés. On vous laisse continuer à travailler. Vraiment, on a hâte de goûter. Je pense, Guillaume, que vous êtes assez impatient de goûter ça. Alors, on va reparler de cette rencontre avec cet homme qui a marqué votre vie, c'est Bernard Pivot, et ses dictées, les Dicos d'or. Oui, bien sûr. Vous en avez fait combien? J'ai participé à 1, 2, 3, 4 éditions. Sachant qu'il a commencé en 1985 et j'étais un petit peu petit pour commencer à cet âge-là de toute façon. Et ma première édition, ça a été en 95, via le collège, puisqu'un jour le professeur arrive en classe et nous dit on va faire une dictée comme tous les mercredis, mais celle-ci, elle est qualificative pour la dictée de Bernard Pivot. Et là, ting. Et là, ça a été le grand déclic, bien sûr, à partir de ce jour-là. Oui. Alors, on va voir des images. C'est les Dicos d'or et vous êtes champion. On se replonge dans l'ambiance. Et enfin, Dicos d'or. 0 faute et une seule faute au test, enfin aux questions à choix multiples. Il vient de Rhône-Alpes, de Grenoble exactement. Il est informaticien, Guillaume Terrien, 24 ans. Vous dire un petit mot? Oui, un petit mot. Alors, non seulement je vous félicite, mais puisque Bernard Pivot abandonne l'idée des Dicos d'or, vous devriez autour de vous organiser des dictées. Et comme ça, vous reprendriez le flambeau d'une certaine façon. Bravo. Voilà, c'était le 22 janvier 2005 à l'Académie Fratellini et c'est Hélène Carrère d'Ancos, académicienne, qui vous félicite ainsi et qui vous tend une perche pour organiser les dictées. Et oui, elle ne croyait pas si bien dire parce que mais déjà à cette époque, j'organisais des dictées à ma modeste échelle en région Rhône-Alpes. Et bien sûr, on va en parler tout à l'heure, mais maintenant ça... Et vous répétiez avec des copains? Oui. J'avais créé un petit club à l'école, à l'ENSIMAG, ici à Grenoble, avec des amis qui voulaient préparer la dictée de Bernard Pivot. Alors, on se faisait faire des dictées. L'ENSIMAG, vous glissez ça comme ça, on peut préciser qu'il s'agit d'une très très belle école d'ingénieurs, d'informatique à Grenoble. Ça fait briller les yeux de beaucoup d'étudiants. Bernard Pivot, c'est un homme qui vraiment a compté pour vous? Ah oui, moi je dis que c'est mon père spirituel. Oui, ma vie a changé grâce à cet homme-là. Oui. Alors j'ai une surprise pour vous. Regardez, écoutez. Guillaume, je suis heureux de vous saluer et je sais que vous n'êtes pas seulement un champion d'orthographe, mais vous étiez aussi un champion de mathématiques. Et c'est l'occasion pour moi de dire que très souvent, les garçons et les filles qui sont bons en maths sont souvent bons en orthographe aussi, comme s'il y avait eu une sorte de
d'adéquation dans la qualité entre les chiffres et les lettres. Et puis, je sais que vous continuez d'être un militant de l'orthographe. Je vous en félicite parce que vous savez, comme les gens qui aiment comme l'orthographe, que les mots ont une identité, ils ont une esthétique, ils ont une histoire, et qu'il faut donc les respecter. Et respecter, c'est respecter leur orthographe. Et donc, étant convaincu de cette chose-là, je sais que vous faites 1000 choses pour que l'orthographe soit enseignée et qu'elle soit respectée. Bravo, Guillaume. Voilà, il a accepté de faire ce petit message pour vous, parce que c'est un homme très occupé. Entend le journal du dimanche, les Goncourt, Twitter aussi, où il est très présent. Ouais. Merci pour ce joli cadeau. Merci, cher Bernard. Alors, bah, écoutez, il a été charmant, là, attrapé comme ça au téléphone, et il a fait ça. J'en profite pour montrer son dernier livre qui s'appelle Lire. C'est très, très joli. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un livre qu'il a coécrit avec sa deuxième fille, Cécile. Et c'est les rituels de la lecture, c'est tous les petits secrets, tout ce qui entoure la lecture. Par exemple, il parle des dictionnaires, son amour des dictionnaires, comme vous. Il y a des photos, et bien évidemment, je vais vous l'offrir. Il est pour vous après l'émission. Voilà. Merci. Alors, ah oui, alors, est-ce que le mot cadeau est terminé? Ah, bravo Laurence. Alors, on va le montrer, on va le déguster, ce mot. Voilà, il est pour vous. Pour vous. Merci Laurence. Bravo Laurence. Et on va le voir. Ah oui. Est-ce que vous pouvez le montrer, je ne sais pas sur quelle caméra en revanche, en face de vous, comme ça, vous le montrez, voilà. Parfaitement écoutez, écrit. ça sort très très bien au niveau graphisme, ça là c'est pas facile à voir, mais bravo, parce que vous avez dompté votre trac aussi, c'était pas évident. Oui, donc pas évident. Merci beaucoup Laurence d'avoir relevé ce défi. Magnifique. Alors Guillaume, quand je vous ai dit, si je vous dis ensemble c'est mieux, ça vous fait penser à qui? Vous avez répondu Florence Deschamps. Eh bien, on accueille tout de suite votre invitée, Florence Deschamps, sur sa musique. Une entrée dynamique pour Florence Deschamps, femme des années 80. Pourquoi avoir choisi ce titre emblématique de Michel Sardou? Alors pourquoi avoir choisi ce titre? Parce que je suis ici en tant que présidente d'une association du club de Grenoble Sœurs Optimistes, qui est une association qui défend et promeut l'image de la femme à travers le monde. Et cette chanson nous a paru symbolique de la place qu'a pris la femme au cours du XXe siècle dans notre société. Et en plus, elle est chantée par un homme, ce qui nous a aussi paru intéressant parce que notre combat pour les femmes se veut avec les hommes et non pas contre eux. Vous êtes également chef d'entreprise, oui, et vous accompagnez les femmes dans la formation. Mais je vais demander tout de suite à Guillaume pourquoi tout de suite vous avez pensé à Florence. Pourquoi l'avoir invitée? Pourquoi? Parce que je sais que c'est une personne déjà qui est très dynamique, très active dans le milieu grenoblois associatif professionnel. Et puis surtout, son association, le club Sœurs Optimistes Grenoble 2000, organise un concours d'orthographe, une dictée depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Et j'ai participé à la toute première édition. Je n'en ai pas raté une seule, je crois. Entre-temps, vous aurez compris que je suis passé de l'autre côté de la barrière parce qu'on m'a dit en tant que participant, vous allez gagner. Donc, vous êtes prié de nous aider plutôt à organiser, ce que j'ai fait avec grand plaisir et ce que je fais tous les ans. Et je leur remercie pour la confiance dont ils me témoignent tous les ans. Voilà, donc le lien a été rapidement fait avec Florence. Florence, est-ce qu'on peut dire que Guillaume est tourné vers les autres? Parce que l'orthographe, c'est quelque chose d'assez solitaire et il faut se concentrer. Et pourtant, ce jeune homme a l'air complètement vraiment en lien avec tout le monde. Oui, son expérience déjà avec nous le prouve, puisque depuis effectivement, c'était la 16e année cette année, donc depuis 16 ans, il nous accompagne dans notre projet, bien évidemment, à titre bénévole, et puis son activité professionnelle, puisque le rôle de son entreprise, c'est d'aider les gens justement à progresser dans ce domaine. En mettant le nez dans les statuts de votre entreprise, j'ai vu que vous arboriez le certificat Voltaire, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que c'est que le certificat Voltaire? C'est une certification en orthographe, donc qui permet aux gens effectivement de progresser et de valoriser leur niveau en orthographe auprès des employeurs.
car nous formons des secrétaires, des assistantes, etc. Donc des métiers dans lesquels l'orthographe est quelque chose de très important pour les employeurs. Florence, vous avez changé de cap, ça n'était pas votre premier métier, la formation? Non, dans une autre vie, j'ai été directeur administratif et financier dans une entreprise de la distribution spécialisée dans les lunettes. Rien à voir. Mais vous avez eu l'élan vers quelque chose tourné vers les autres. Oui, tout à fait. J'ai postulé pour un poste. La formation me plaisait. J'avais, dans le cadre de mon métier, eu à organiser des formations. Et j'ai postulé à une offre d'emploi pour un poste de formatrice. Et on m'a proposé la pédagogie qu'on développe aujourd'hui dans la structure que j'ai créée, l'entreprise d'entraînement pédagogique, où en fait on forme les gens sur poste de travail comme s'ils étaient en entreprise. Voilà. D'accord. Alors, vous avez un projet en commun avec Guillaume. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler, tous les deux? Alors, la dictée que nous organisons tous les ans avec le club Soroptimiste Grenoble 2000 a perduré pendant un certain nombre d'années et nous souhaitons, après discussion avec Guillaume, lui donner aujourd'hui un nouvel élan et surtout une nouvelle dimension, puisqu'aujourd'hui on faisait ça sur la ville de Grenoble, c'était quelque chose d'assez intimiste et grâce aux techniques développées par Guillaume, il vous expliquera mieux que moi, nous allons organiser l'année prochaine une dictée au niveau international, puisque ça serait un challenge des clubs soroptimistes des pays francophones, puisque notre organisation se trouve dans différents pays, bien sûr. Comment ça va se passer, Guillaume? Concrètement, expliquez-moi. Alors, Orthodidacte a conçu la dictée, a créé le concept de dictée en ligne. D'accord. Et en direct. Oui. Donc tous les participants sont répartis dans la francophonie. Oui. Ils sont derrière leur écran d'ordinateur ou avec leur tablette. Ils entendent quelqu'un lire une dictée, oui. Et ils tapent directement sur Internet, sur le site, la dictée. D'accord? Donc, on enlève papier et crayon. Mais comment on fait pour ne pas tricher? Alors, on ne peut pas faire de copier-coller, par exemple, dans la zone. Il faut forcément un minimum de surveillance, comme à tout examen, ou même sur une dictée papier, il faut un peu de surveillance. Voilà. Et l'avantage de cela, c'est qu'on a la correction instantanée. Oui. Et puis, on peut proclamer les résultats, voir qui est le meilleur. Il y a les classements individuels, les classements par équipe. D'accord. Et pendant qu'on parle, on voit les images de la dictée que vous organisez dans les collèges, animés par Jamy, et avec le mot gageure, le terrible gageure. J'aurais pas su l'écrire, ni même le prononcer d'ailleurs. Alors justement, cette année? Donc cette année, nous reconduisons l'événement La dictée des collèges, qui est le championnat de France d'orthographe dans les collèges. Il a lieu au collège La Salle, l'Aigle Grenoble, donc c'est lundi prochain, à 14h. Il est ouvert à tous les collégiens de France, de la 6e à la 3e, donc là aussi avec une dictée en ligne, en direct. C'est monsieur David Smetanine qui sera le lecteur de la dictée cette année. Donc nageur, médaillé olympique, handi sport. Champion paralympique de natation, tout à fait, entre autres. Et donc il est filmé et ce film est retransmis sur le site Orthodidacte dans tous les collèges participants. Donc encore une fois, les collégiens seront dans leur établissement avec leurs enseignants habituels. Formidable. Et ils vont taper sur ordinateur ou tablette. Et ça permet de faire participer tous les collégiens, y compris jusqu'aux Antilles. Et on nous remercie énormément et on les remercie aussi de participer, parce que pour une fois, les Antillais nous disent on peut participer à un événement comme tout le monde depuis notre collège en direct. Malgré la distance. Voilà. Alors, Florence, je vous ai demandé d'amener, en surprise, un objet qui pour vous symbolisait Guillaume. Est-ce que vous pouvez nous le montrer? Oui. Je crois qu'on en a déjà pas mal parlé. Pas mal parlé. Je crois que je ne me suis pas trop trompée. Voilà. Alors, vous ai amené un dictionnaire qui a bien vécu. C'est le vôtre? C'est le dictionnaire d'une grand-mère. Oh. Voilà. Il est magnifique. Est-ce que vous-même vous utilisez des dictionnaires encore? Ou est-ce que... Alors aujourd'hui, on passe beaucoup au dématérialisé, mais oui, on en a encore, bien sûr, à la maison. Alors je crois de là reconnaître le petit Larousse des années 60. Non, je plaisante. Pas l'année. Mais c'est bien Larousse, ça y est. On vous a tout de suite cru. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Alors, c'est le deuxième tirage de cartes. Alors cette fois-ci, c'est les mots évidemment piquants. Donc, même principe, je vais vous demander de choisir... Hop, la première. La première. Alors, hop. Impasse. L'impasse. L'impasse. Ne jamais faire l'impasse sur un concours d'orthographe. Il faut y aller. Coûte que coûte. L'origine du mot?
Il y a passer dedans, ne pas passer. On arrive dans un cul-de-sac, on ne peut pas passer, c'est une impasse. Oui, il n'est pas très compliqué, Non, celui-là. vous avez été gentil. Oui. Oh, on pourrait l'écrire avec un N, entre guillemets. Nos jeunes pourraient être tentés, et puis d'oublier le S au passage. Enfin... Rappelons qu'il y a un M devant les lettres B, P et M. Voilà, c'est dit. Mbappé. Isabelle, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alors moi, impasse, c'est rebondir en fait. Voilà, s'il y a quelque chose qui s'arrête, je pense prendre un temps de réflexion et rebondir. Sébastien, qui est en train de nous faire une œuvre d'art en direct, c'est chatoyant, c'est joli, c'est coloré. Impasse, ça vous parle ou... Moi, l'impasse, ce serait plus physique, se retrouver coincé dans une impasse. Ouais. Être mal dirigé et se retrouver coincé. Une angoisse, physique, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, pas quelque chose de très sympa. Non. C'est splendide, hein. Franchement, on a hâte de plonger dedans. Mesdames, est-ce que ce mot vous parle ou pas? Oui, ce serait plutôt quelque chose à détourner et changer de chemin, de trajectoire, faire autrement. Oui, également. Moi, j'accueille des personnes en reconversion professionnelle qui se croient souvent dans une impasse et justement, on les aide à s'en sortir. Voilà. De la difficulté naît la créativité et la résilience, pour employer un autre mot tout à fait à la mode, résilience. Voilà, alors, vous regardez votre mot. Oui, et je me disais, Laurence, moi j'aime bien mettre les points sur les i. Alors, il va falloir trouver une manière. Alors, c'est pas facile. Vous avez fait. Il est bombé. Voilà, il est bombé, il est collé. Voilà, je vous taquine, mais c'est magnifique. C'est un très joli cadeau, n'est-ce pas? Ah oui, magnifique. Voilà, alors pendant que Sébastien termine de dresser, est-ce que on vous bouscule ou est-ce que c'est prêt? Est-ce que je vais pouvoir prendre vos très jolies assiettes? Pas encore. Pas encore. Comment il s'appelle déjà? Est-ce qu'il a un titre? Alors, le titre, c'est le cerfeuil tubéreux. Donc, la crème que j'ai mis dans la raviole, avec la marmelade de... Excusez-moi. Mais je vous en prie. Vous savez quoi? Je vous laisse terminer tranquillement et je vais travailler un peu. C'est le moment du jeu. Alors, je précise que la question du jeu a été concoctée, écrite, pensée par notre champion Guillaume. C'est « Je m'écris comme je me prononce ». Alors, il va falloir m'aider, Guillaume. Obnubilé, obnubilé, omnibulé, omnubilé. Là, vous nous avez vraiment soigné. Là, c'est juste pas possible, voilà Guillaume. Encore un mot qu'on emploie souvent, mais qu'on ne sait pas trop écrire et qu'on ne sait pas trop prononcer. Oui, c'est vrai. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'allais partir sur l'étymologie, mais je vais vous donner la réponse si je vous parle de l'étymologie. Donc, je vais donner le sens général. C'est être devant un voile, un brouillard, dans le brouillard. Voilà. Étymologiquement, c'est ça. Et donc, ça veut dire être complètement... comme un lapin devant les phares d'une voiture. Voilà, si on veut. Si on veut. Être aveuglé, être aveuglé par une passion, par exemple. Alors, on gagne, parce que c'est un jeu, et une fois qu'on a bien travaillé, eh bien, on gagne un abonnement de 6 mois au parcours de formation orthodidacte, voilà. Et c'est un parcours qui est ouvert à tout le monde, les jeunes, les plus âgés, enfin, vous vous adaptez. À partir du collège, on va dire, voilà, jusqu'aux adultes. Jusqu'au... Voilà. Vous avez un autre petit mot à nous soumettre, éventuellement Oui, qu'est-ce que j'avais encore en stock Alors, justement, j'avais le quiz. Quiz. Le quiz. Petit mot, mais... Un Z ou deux Z? C'est ça la question. ZZ aussi. Alors, un seul. On a tous perdu, Bon, ben voilà, quiz, il n'y en a qu'un seul. Sébastien, est-ce que je peux tendre la main pour... verser le bouillon. Dressage final. Ah oui, les chefs aiment bien. Et donc, je vais prendre une assiette. Yann va récupérer une assiette. Voilà, je vous laisse servir le bouillon. Et le silence religieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre bouillon? Est-ce que vous avez prévu les cuillères? Parce que sinon... Bien sûr. Elles sont là. Voilà. Merci beaucoup. Une petite cuillère. Et hop. Voilà, mesdames, vous allez pouvoir vous régaler. Le chef attend votre réaction avec impatience. Goûtez Guillaume. On est enveloppé dans les parfums du chignin et de toutes ces épices dont vous nous avez parlé. Donc je vous laisse goûter.
Et alors moi j'ai une dernière petite annonce à faire. Après on commentera votre plat évidemment, hein, Sébastien. C'est en ce moment Grenoble, l'opération Grenoble Biennale des villes en transition. C'est jusqu'à la fin du week-end. C'est la 2e édition. Il y a des animations, des débats, des ateliers, des jeux, des expos. C'est à la fois sérieux, ludique. C'est vraiment préparer le monde et la ville de demain avec des scientifiques, des artistes, des acteurs. Et demain il y a vraiment un temps fort si vous vous sentez dans cet élan de changement. Eh bien, à partir de 9h30, il faut aller au Palais des Sports. Où vous pourrez participer à notamment un atelier géant de créer le vêtement qui te ressemble, avec des brodeuses, des couturières, des créatrices. Voilà, et ça se terminera avec un grand défilé de mode et de concerts. J'ajoute que Grenoble est candidate pour la capitale verte en 2022. Voilà, alors la réaction sur ce plat splendide. Guillaume. Moi, ça y est, je suis parti, je suis sur le plat. Là. Vous avez décollé. Voilà. Vous avez décollé. Et On Isabelle voyage, c'est sûr, on voyage, c'est délicieux. Il y a vraiment ce côté un peu croquant, on retrouve bien les arômes de fruits et avec le petit jus un peu sucré. Mesdames, qu'en pensez-vous? C'est plein de saveurs. Oui. C'est doux, puis un petit côté acidulé. C'est très bon. Ouais. Ça y est, j'en ai mis partout. C'est très peu sucré. Il y a quelque chose de suave et d'enveloppant et de réconfortant. Et cette petite gelée là, qu'est-ce que c'est cette petite gelée? Vous nous avez dit. Gelée à la vanille bourbon. Merci pour beaucoup, venir merci. enrober Merci beaucoup Sébastien. Avec Alors, plaisir. je ne sais pas si vous visez la seconde étoile, mais voilà, je vous le souhaite avec tout ce que Gentil, ça merci. implique. Je vous souhaite l'inspiration, je vous souhaite de planter votre verger. Et merci d'être descendu de Courchevel, parce qu'en ce moment, vous ne touchez pas terre avec cette étoile. Et vraiment, vous avez pris sur votre planning. Isabelle, le lait d'or était délicieux, il a fait l'unanimité. Merci beaucoup. Guillaume, bravo, champion de dictée. On va tous chez vous, on va faire un wagon chez Orthodidacte. Merci. Laurence, merci d'avoir dompté votre tract pour faire ce mot magnifique. Et Florence, bravo pour ce que vous faites. C'est magnifique pour votre projet avec Guillaume. J'ajoute que dans quelques instants, c'est votre journal. Bon week-end à tous et lundi, bien évidemment, vous retrouvez Karine et Alain pour un nouvel Ensemble, c'est mieux. Bye bye. Alors.